Bonjour à tous, donc cette, vidéo pour, compenser malheureusement, le fait qu'on n'ait pas pu se voir, vendredi à cause des problèmes routiers, c'était extraordinaire. Bon, passons. Donc voilà, bah, en faisant une vidéo évidemment, on va pouvoir rattraper ça, mais ça induit plus de travail de votre part et de la mienne, mais bon tant pis, voilà, ce sont les aléas de la vie aussi, c'est comme ça. Donc je reprends où on en était, pendant le cours, pour le coup en présentiel. Donc on venait d'expliquer ce qu'étaient des sous-espaces vectoriels supplémentaires. Donc je rappelle qu'il y a 2 critères, ils doivent absolument enfin 3 presque en fait. Déjà il faut que ce soit des sous-espaces vectoriels, hein, quand vous êtes dans un exercice où, par hasard, ce ne serait pas d'une évidence, ça veut dire qu'il faut déjà démontrer ça. Ensuite, donc, ce sont 2 sous-espaces qui sont en somme directe. Autrement dit, ils n'ont pas d'autres intersections que le neutre. Donc ils ne se croisent ces 2 espaces que, en le neutre. Donc, si on est dans l'espace, on visualise bien enfin, à quoi ça correspond. En revanche, quand on est sur les polynômes et cetera, vraiment, on va réfléchir, en termes de calcul finalement. C'est-à-dire, les seuls, d'algèbre disons, les seuls éléments, qui seraient en commun entre mes 2 ensembles, sont, en fait puisqu'il n'y en a qu'un, le neutre. Voilà, donc pour les polynômes, ce serait le polynôme nul et cetera. Donc ça, c'est être en somme directe. On a déjà discuté de pourquoi somme et ce que ça pouvait, induire après à plus long terme. Hem Et donc il y a un dernier critère pour être supplémentaire justement. Donc non seulement il ne faut pas avoir finalement d'intersection, enfin à part le neutre, en plus quand on additionne, donc quand on fait toutes les sommes entre ce qui est dans F et ce qui est dans G, on doit pouvoir reconstruire tout l'espace. Voilà. Et plus exactement, en fait, comme, F et G sont en somme directe, c'est ce qu'on va voir dans le théorème là, dans la caractérisation, ça revient même à dire qu'on a une seule façon de reconstruire tout vecteur de E en utilisant la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Voilà, parce que comme ils sont en somme directe, on ne peut pas avoir, plusieurs manières d'écrire, une même, un même enfin, le résultat d'une même somme. Je vais y arriver. Donc d'un élément de F et d'un élément de G. Ça, on en avait déjà parlé quand on a parlé de somme directe. Bon, OK, donc l'exemple 1, on l'avait fait, donc je reviens pas là-dessus. L'exemple 2, on a commencé à en parler, mais on l'a pas fait, je vous avais dit que vous le feriez chez vous. Bon, bah, puisque, on est en vidéo, tant qu'à faire, je vais vous le faire. Alors ça fera des vidéos plus longues que le cours, hein, évidemment, vous en doutez. Je vais le faire en 2 fois, je pense, de toute façon. Et comme je le disais dans le récap là des devoirs, bah, si vraiment vous êtes dans l'urgence, que le but c'est juste de voir les notions avant le cours de mardi, tant pis, vous pouvez passer certains exemples, mais revenez-y avant le DS parce que ce sont chacun des bons entraînements. Donc l'exemple 2. Alors, donc l'exemple 2, je sais pas où il en est mon stylo, oui c'est bon, c'est du noir, pourquoi pas. Donc l'exemple 2, juste, alors on est dans alors c'est le combien déjà? Le 1, 4B. Donc 1, 4B, exemple 2. Je vais essayer de le faire quand même assez vite parce que c'est très similaire en réalité à ce qu'on avait vu dans l'exemple 1. Donc justement, là cette fois-ci, vous fournissez une droite vectorielle. Ça, on en a déjà parlé, hein, que c'était bien une droite vectorielle, donc 1, 2, moins 1, je crois. Oui, c'est ça. Donc en gros, on vous donne toutes les combinaisons linéaires de ce vecteur 1, 2, moins 1, avec comme constante donc un réel, pardon, une réelle, oui, une constante réelle aussi. Et donc ça on l'a déjà dit en classe, que justement, ça peut s'écrire vect de 1, 2, moins 1, puisque justement, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ce vecteur, qui revient donc à tous les colinéaires. Ok. Donc ça, c'est autrement dit une droite vectorielle. De R3, puisqu'on est dans R3. Alors comment on le reconnaît? Parce que nos vecteurs ont 3 composantes, donc on est bien dans R3. D'accord, donc dans l'espace, autrement dit. Donc j'ai une droite. Et on me demande de trouver un espace supplémentaire, un sous-espace vectoriel supplémentaire avec F. Et donc ça aussi, on a dit en classe que finalement, quand j'ai une droite, alors il faudrait la dessiner correctement, mais en fait, peu importe, parce que l'idée est la même. Donc à un moment, elle passe, puisque c'est une droite vectorielle,
elle passe par 0, 0, 0. Bon, et donc si je veux un plan qui, quand je vais additionner les vecteurs du plan avec les vecteurs de la droite, pour me permettre de recréer tout l'espace, en gros, il faut que j'enrichisse le plan avec la droite pour récupérer une dimension 3, donc l'espace. Le plan de dimension 2, la droite est de dimension 1. Ça peut fonctionner. Alors, pour l'instant, très intuitif, ce que je vous dis là, on n'a rien démontré en termes de dimension, on n'a même pas défini ce que c'est. Mais on vous a quand même un petit peu sensibilisé déjà à tout ça, c'est pour ça que je me permets. Donc, du coup, en gros, quand je pars d'une droite, clairement, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme sous-espace vectoriel supplémentaire? Déjà un plan, puisque justement, pour recréer R3 qui est de dimension 3, c'est-à-dire il me faut en théorie 3 vecteurs pour engendrer tout R3, sachant que sur la droite, je n'en ai qu'un directeur, du coup, il me faudrait quelque chose avec 2 vecteurs directeurs, autrement dit, un plan. Et bien sûr, les seuls plans qui vont pas convenir sont ceux qui contiennent la droite, puisque du coup, ils vont pas apporter suffisamment de dimensions. Donc il nous faut n'importe quel plan finalement qui ne contienne pas la droite. Un qui est un candidat très, comment dire, tout désigné, très désigné. C'est évidemment le plan normal, pardon. Enfin, autrement dit, le plan dont la droite correspond, enfin porte des vecteurs normaux. Autrement dit, le plan qui passerait lui aussi par 0, 0, 0 et qui serait perpendiculaire à cette droite ou orthogonal à cette droite. Voilà. Et donc comment on le trouve? Justement, alors du coup c'est G qui va correspondre donc à tous les x, y, z tels que, donc ça aussi on l'a dit en classe. Le vecteur normal, ça va donc être celui qu'on a dans F là, donc pardon. Donc si je le place, admettons que je l'appelle, bon je suis pas très maline avec mes notations, je reviens, voilà. Donc je la refais. Mon vecteur U, si admettons que ce soit lui, hein, voilà. Du coup, le vecteur U devient le vecteur normal à ce plan qui m'intéresse. Et rappelez-vous, les coordonnées du vecteur normal, on va les retrouver dans l'équation cartésienne devant vos différentes variables, donc 2y moins z. Et rappelez-vous, normalement, vous aviez un plus d. Alors, vous pouvez le mettre si vous voulez, sauf qu'on sait déjà que notre plan, il doit être vectoriel, parce que sinon, ça ne peut pas être un sous-espace vectoriel. Autrement dit, il doit passer par l'origine, il doit avoir le neutre. Donc, on sait déjà que le point 0, 0, 0 doit vérifier l'équation, et donc, forcément, d vaut 0. Et c'est le cas, en fait, de tous les plans qui sont des sous-espaces vectoriels, et pour les droites, vous remarquerez que, justement, on a le même phénomène aussi, pour la constante dans l'équation réduite. Ou dans l'équation, pas dans l'équation réduite, dans l'équation, enfin si, dans l'équation réduite aussi d'ailleurs, dans l'équation cartésienne, mais réduite aussi. Bon, donc lui, ce serait, donc là c'est un plan, puisque j'ai une seule équation, je suis dans R3, donc c'est un plan vectoriel, il contient bien le neutre. Alors il faudrait en théorie démontrer que ce sont des sous-espaces vectoriels, nos deux ensembles. Bon, le premier on l'a écrit comme un vect, pas de souci, c'est déjà un sous-espace vectoriel, et le second, alors soit vous redémontrez vraiment, on l'a déjà fait, soit là aussi, vous êtes malin, vous essayez d'avoir un vect. Donc de cette équation, on peut en déduire que x égale moins 2y plus z. Donc je peux écrire moins 2y plus z, y, z, appartenant à R3. Pardon, n'importe quoi. Moins 2y plus z, y, z, avec... Donc la virgule n'a plus vraiment le même sens finalement. C'est-à-dire que dans la première définition de G, c'était tel que, x, y, z tel que. Et là, c'est moins 2y plus z, y et z, avec... y et z appartenant à R2. Alors, on peut dire tel que, ça fonctionne, mais voilà, c'est pour dire que, en fait, la définition, elle a quand même changé. Enfin, elle définit bien la même chose, évidemment, mais on n'écrit pas les choses tout à fait de la même manière, et c'est ça qui fait que ça fonctionne, après, en termes de vect. Parce que, donc, maintenant, on reconnaît que, finalement, j'ai y fois un vecteur plus z fois un vecteur, autrement dit, j'ai une combinaison linéaire de deux vecteurs. Donc les y, j'en ai moins 2, 1, 0. Et les z, j'en ai 1, 0, 1. Toujours avec y et z qui deviennent, au final, qui étaient des variables, enfin des inconnus, disons, variables aussi, mais des inconnus dans l'équation au départ, et qui deviennent ici, au final, des paramètres. Voilà, et donc, vect, moins 2, 1, 0, 1, 0, 1.
Et donc, c'est un ensemble de combinaisons linéaires, et donc c'est un sous-espace vectoriel, G. Donc on a bien deux sous-espaces vectoriels, un qui est un plan, l'autre qui est une droite. Il n'y a plus qu'à démontrer qu'on a bien qui sont bien supplémentaires, je veux dire, donc une somme directe qui sera égale à R3. Alors, on va essayer d'être efficace. Donc, en théorie, il faudrait démontrer d'abord la somme directe, donc démontrer que l'intersection est réduite au neutre. Bon, vu comment on a choisi notre droite et notre plan, c'est du quasi immédiat, puisque en fait l'un est normal à l'autre, et les deux contiennent bien 0, ils sont bien des sous-espaces vectoriels, donc effectivement, la seule intersection c'est un point, et le seul point possible c'est 0, puisqu'il est bien dans les deux. 0, 0, 0, bien sûr. Donc on pourrait très facilement le rédiger. Mais rappelez-vous, je vous ai aussi expliqué que tant que vous y êtes, quand vous démontrez qu'on a des supplémentaires, en utilisant vraiment la définition, il y a un moment où vous démontrez donc que tout élément de R3 peut s'écrire comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. Et je vous ai dit que si à ce moment-là vous trouvez l'unicité, vous allez en même temps obtenir la somme directe, puisque, rappelez-vous, on l'a vu dans le théorème d'avant, là, une des caractérisations de la somme directe, c'est que justement, tout élément de f plus g va avoir une seule écriture, en tant que somme, justement, d'un élément de f et d'un élément de g. Donc, si on arrive à écrire donc tout élément de R3 de cette manière-là, ça doit dire que R3 n'est pas seulement égal à F plus G, mais carrément à F somme directe G, avec l'unicité. Donc tout ça pour dire que je me lance là-dedans, et en fait je vais tout faire d'un coup. Pour ceux que ça gêne, vous pouvez très bien évidemment faire l'intersection d'abord, au moins vous êtes sûr de vous, et après vous faites la somme tranquillement. Alors donc, montrons que F plus G égale R3. Donc, première chose, F et G sont dans R3, donc déjà, la somme des deux, vous voyez, je la mets pas encore directe parce que je sais pas encore qu'elle est directe, mais la somme des deux est bien dans R3. Ça c'est évident, il n'y a pas de souci. R3 est un espace vectoriel. Si j'additionne des éléments qui sont déjà dans R3 au départ, je reste dans R3. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc montrons maintenant que R3 est inclus dans F plus G. Autrement dit, je prends un élément dans celui-là et j'essaie de démontrer qu'il est aussi dans le contenant, donc dans F plus G. Donc je prends un U appartenant à R3 que je vais noter X, Y, Z. On va être très originaux, pardon. Voilà, et donc je me demande, c'est une espèce d'analyse synthèse en fait qu'on fait. Alors comme on raisonne par équivalence, on va pas aller jusqu'à rédiger ça comme tel, mais en réalité c'est un peu ça, puisque en fait on va se dire, bon bah ok, admettons que U appartienne à F plus G. C'est équivalent à dire qu'il existe V appartenant, enfin je veux carrément les appeler F et G. Il existe F appartenant à F et il existe G appartenant à G tel que U égale F plus G. Donc ça, c'est vraiment là, par définition du fait d'être dans F plus G, et vice-versa. Voilà. Et donc, au final, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que F, il serait dans F, donc il serait sur la droite vectorielle. Donc ça veut dire que F, il s'écrirait comme lambda fois 1, 2, moins 1. Donc ça voudrait dire qu'il existe un lambda réel pour ça. Et G, il serait donc dans grand G, donc dans vect moins 2, 1, 0, etc., celui qui est juste au-dessus de nous là. Donc pareil, ça voudrait dire qu'il est combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Donc il faudrait deux autres constantes, donc lambda, mu et alpha, voilà, appartenant à R au cube, tel que, donc U égale, donc notre petit f, on a dit, ce serait un lambda fois 1, 2, moins 1, parce que ça, c'est celui qui appartient à grand F, plus donc celui qui appartient à G, qui serait donc une combinaison des deux vecteurs directeurs de G, donc mu moins 2, 1, 0, plus alpha 1, 0, 1. Donc ça, c'est la partie qui appartient à G. Voilà, donc en fait, en gros, on pose les choses, on dit, bon bah ok, moi je voudrais que U il soit dans F plus G, donc je l'écris comme un élément de F, un élément de G,
et je vais voir si sous ces conditions, j'arrive à trouver justement au moins un élément de F et un élément de G qui vont bien permettre cette égalité. Donc, on récupère en fait un système qui n'est pas si terrible, hein. La seule différence, c'est ce que j'expliquais déjà l'autre jour, c'est qu'il faut faire attention parce que le X, le Y et le Z posés au départ, d'ailleurs peut-être qu'on devrait poser ABC au départ, ça poserait peut-être moins de soucis, de confusion en tout cas. Donc le X, le Y et le Z sont posés, ne sont pas donc nos inconnus. Nos inconnus sont bien lambda, mu et alpha. Donc du coup, ça revient à chercher... je vais l'écrire en dessous. On cherche donc... lambda mu alpha réel tel que... Donc là, je vais écrire le système. Hein. X égale... Alors, je sais pas si le monde va me suivre. C'est pas grave, je vais faire le détail. Donc X, Y, Z. Donc ça, c'est U. Égale donc lambda moins 2 mu plus alpha. Ça, c'est quand vraiment je mets tout dans un même vecteur. 2 lambda plus mu et moins lambda plus alpha. Voilà. Et donc, inévitablement, eh bien, par égalité de chaque coordonnée des vecteurs, enfin par coordonnée, on a donc x égale lambda moins 2 mu plus alpha, y égale 2 lambda plus mu, et z égale moins lambda plus alpha. Voilà. Alors, donc arrivé là. Donc je répète, le but c'est de trouver, en fait j'aurais pu écrire d'ailleurs plutôt comme ça, c'est peut-être mieux pour vous. C'est-à-dire que le but c'est vraiment de déterminer lambda, mu et alpha. Donc arrivé là, je cherche juste le plus simple pour vous. Oui, le plus simple c'est d'exprimer tout le monde en fonction de lambda, parce qu'en fait on s'aperçoit que sur les deux dernières lignes, il n'y a que deux inconnus, donc c'est un peu plus facile à manipuler. Donc mu ce serait y moins 2 lambda, alpha ce serait z plus lambda. Et ensuite, je répercute mes deux égalités-là que j'ai obtenues ici dans la première ligne. Donc, lambda IRS, moins 2 mu, donc moins 2 facteurs de y moins 2 lambda, plus alpha, donc plus z plus lambda, égale x. Voilà. Et on continue. Ce qui nous fait donc mu égale... Alors ça, c'est en attente. Et donc lambda, alors, on a combien de lambda? On en a donc 1 plus 4 plus 1, donc 6 lambda. Et de l'autre côté, on va se retrouver avec x plus 2y moins z. Donc lambda vaut 1/6 de x plus 2y moins z. Je vais le me faire directement, ça m'évitera de réécrire. Voilà. Et donc mu, du coup, c'est y moins 1/3, parce que 2 fois 1/6, ça fait 1/3. Donc y moins 1/3 de x plus 2y moins z. Donc ça va nous faire 1/3 de moins x. Donc y, j'ai dit y moins 2/3, donc moins y aussi. Oui, c'est ça. Et ensuite, donc, moins, enfin plus du coup, plus z. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça c'est pour mu. Et alpha, même principe, sauf que j'ai z plus lambda cette fois. Donc, du coup, là c'est un plus facile à voir. Donc x plus 2y. Et donc j'ai 6/6 moins 1/6, donc 5/6 de z. Voilà. Donc on a trouvé, et c'est important là parce que donc on a trouvé un lambda, un mu, un alpha qui fonctionne, mais on a trouvé mieux que ça, puisque il s'agit bien d'une équivalence là partout, hein, et je ne trouvais qu'un candidat pour chacun. Donc plus exactement, j'ai trouvé un unique alpha, un unique lambda et un unique mu qui fonctionnent. Donc j'obtiens aussi l'unicité et donc j'obtiens aussi la somme directe. Parce que ça veut dire que tout élément de f plus g n'a qu'une écriture en fait. Et c'est justement l'écriture avec les coefficients qu'on vient de trouver là, en fonction de x, y, z, les coordonnées de notre vecteur de départ. Voilà. Donc, on a trouvé un unique triplé lambda mu alpha.
Voilà. D'où F, pardon, c'est en majuscule, F plus G, donc somme directe. Maintenant, on sait qu'elle est directe, égale R3. Voilà. Tout élément de R3, oui, en fait, pardon, ce qu'on a montré exactement, je vais l'écrire là, c'est que R3 est inclus dans F plus G, et en plus que notre somme est directe. Et donc, conclusion, comme on avait déjà l'autre inclusion, on a l'égalité. Voilà, parce qu'effectivement, on a bien démontré que tout x, y, z de R3 allait pouvoir s'écrire selon nos trois vecteurs. On est bien d'accord, juste pour être sûr que tout soit clair pour tous, ce qu'on a trouvé là, ce sont justement les coefficients qu'on mettrait ici. Et notre U, c'est n'importe quel vecteur de R3. Donc on a bien démontré que on a des coefficients qui permettent de décomposer n'importe quel vecteur de R3 en utilisant un élément dans F et un élément dans G qui est constitué de la somme, d'une combinaison linéaire de nos deux vecteurs de G. Voilà. Donc, effectivement, tout élément de R3 s'écrit comme un élément de F plus un élément de G. Ok, bon, donc ça démontre ce qu'il fallait pour l'exemple 2. Alors, après, on en était, et ça, pour le coup, c'est quelque chose que je voulais déjà faire jeudi, qu'on n'a pas eu le temps de voir, à la caractérisation. Alors, j'ai déjà beaucoup spoilé ce que je vais dire là. Donc, caractérisation, je répète, ce que c'est, ce n'est pas une définition, mais ça aurait pu, c'est-à-dire que c'est parfaitement équivalent à la définition. C'est simplement qu'une définition, on ne la démontre pas, on la pose, alors qu'une caractérisation, on démontre justement qu'elle est équivalente à la définition qu'on a posée. Mais après, dans les faits, dans les exercices, la caractérisation s'utilise donc de manière équivalente, si ça vous arrange, bien sûr, à la définition. Donc, être supplémentaire pour deux sous-espaces vectoriels, c'est-à-dire f plus g égale à e en somme directe, c'est équivalent à dire que tout élément de E s'écrit de façon unique, comme la somme d'un élément de F et d'un élément de G. C'est exactement ce qui est écrit dans le petit 2 ici. Je ne démontre pas le théorème parce qu'en fait c'est une conséquence directe, mais alors vraiment directe du théorème qu'on avait juste au-dessus, puisque justement on disait que être en somme directe, donc je vais fléauter ce dont je parle là, ici, voilà. Être en somme directe, c'était équivalent à dire que tout élément de la somme donc de f plus g n'avait qu'une décomposition possible en tant que somme justement d'un élément de f et d'un élément de g. Donc là, simplement, ce qu'on a rajouté juste, c'est que cette somme directe, elle n'est pas juste somme directe, en plus elle est égale à E. Donc ça revient à dire que tout élément de E va s'écrire de façon unique comme somme d'un élément de f et d'un élément de g. Donc c'est exactement une application du théorème précédent. Donc du coup, je ne démontre pas. En revanche, il y a des exemples que j'ai mis en dessous qui sont en fait des exercices, pour le coup. Ce ne sont pas des exemples basiques, mais ce sont des exercices très classiques que toutes les classes, je pense, PCSI, MPSI, MP2I, et sûrement même d'ailleurs les ECG, les BCPST font. Donc c'est pour ça que je me permets, même si ce sont des exercices, de les mettre dans le cours, mais j'aurais très bien pu les mettre dans le TD. Alors, donc justement, on nous demande de... Alors là, pour le coup, on nous donne les deux espaces. C'est toujours plus facile que quand on nous demande de trouver un supplémentaire. Là, on nous donne les deux espaces concernés, les deux sous-espaces vectoriels, et on nous demande de montrer qu'ils sont supplémentaires. Bon, alors notamment l'exemple 3 est intéressant parce qu'on n'a pas encore abordé cet exemple-là, l'exemple des fonctions paires et des fonctions impaires. Alors, première chose, on va avoir besoin de montrer que ce sont des sous-espaces vectoriels, puisque c'est pas quelque chose qu'on a déjà démontré. Autant pour l'exemple 4, qui est sur les matrices symétriques et antisymétriques, on l'a déjà fait. Autant sur les fonctions, on l'a pas fait. Donc, sur l'exemple 3, il y a tout à faire. Alors, exemple 3. Donc, voilà. Du coup, on les a appelés P et I, l'ensemble des fonctions paires et l'ensemble des fonctions impaires. Donc, premier point, montrons que P et I sont des sous-espaces vectoriels de E. E qui est, je rappelle, c'est écrit dans l'énoncé, l'ensemble de toutes les fonctions de R dans R, quelles qu'elles soient. Donc bon, ça on avait déjà expliqué que c'était un espace vectoriel. Donc là, on en est juste à démontrer que ce sont des sous-espaces vectoriels. Bon, déjà, première chose, alors ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en parallèle.
Voilà, d'un côté pour P, d'un côté pour I. Donc déjà, P est bien dans E, pas de souci, puisque l'ensemble des fonctions paires sont bien des fonctions. Jusque-là, ok. La fonction nulle. Donc 0E ici, E c'est l'ensemble des fonctions, donc il s'agit de la fonction nulle. La fonction nulle appartient bien à P, elle est paire, hein, la fonction nulle, pas de problème. La fonction nulle en x ou en moins x, de toute façon, ça fait 0, hein, donc pas de problème. Et ensuite, donc là, si je prends donc deux fonctions paires et deux constantes, donc là on va se placer sur, j'ai mis quoi? J'ai mis sur R. Donc sur R, voilà. Et j'essaye donc, rappelez-vous, pour démontrer qu'on a un sous-espace vectoriel, j'essaie de démontrer qu'il est stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire que je pars donc de deux fonctions paires, et je vais essayer de démontrer que la combinaison, n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux fonctions paires est encore paire. Voilà. Et ça suffira, puisque ça achèvera la démonstration du fait que P est un sous-espace vectoriel de E. Alors, pour les fonctions, parce qu'on n'a pas trop travaillé encore sur les espaces de fonctions, il faut bien comprendre que donc, alors je vais l'écrire d'ailleurs, on va montrer que lambda f plus mu g appartient à P. Il faudra faire une différence, alors sur cet exemple encore c'est pas trop difficile à faire, il faudra faire une différence entre la fonction qui s'appelle f et quand on l'applique, c'est-à-dire en f de x. Parce que ce qu'on veut montrer sur f, ou ici là sur lambda f plus mu g, doit être vrai justement pour tout x. C'est-à-dire que si c'est une propriété de la fonction, ça veut dire que c'est vrai quelle que soit l'image que je considère. C'est vrai pour la fonction. Voilà. Donc bon, sur les fonctions paires, c'est assez évident parce que vu comment il faut montrer qu'une fonction est paire, on n'a pas trop le choix. Mais je commence déjà à vous le dire parce que ça constituera l'élément principal, enfin perturbateur principal pour vous en fait quand on travaille sur les fonctions. Donc du coup, ça veut dire que on travaille pour tout x. Du coup, on est sur R, donc pour tout x appartenant à R, lambda f plus mu g. Pour montrer qu'une fonction est paire, on calcule en général l'image de l'opposé de x et on essaie de montrer que c'est la même que l'image de x. Et donc justement, là ça nous fait lambda f de moins x, donc ça c'est toujours vrai, on a la linéarité des fonctions, moins x, voilà. Enfin, c'est pas vraiment la linéarité de la fonction, hein, c'est juste la... Je sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs, enfin, une espèce de distributivité de l'image là. Ça, il n'y a pas de souci, c'est vraiment dans valable pour toutes les fonctions, c'est le fondement même. Donc là, pour l'instant, on est sur de l'évidence. Et ensuite, comme f est paire, lambda f de moins x, f de moins x égale f de x. Et comme g est paire, pareil, g de moins x égale g de x. Et donc, je récupère bien, si je le réécris en écriture fonctionnelle complète, donc lambda f plus mu g de x. Autrement dit, je peux dire que lambda f plus mu g est paire, et pas lambda f de x plus mu g de x. C'est ça que je voulais dire. Donc comme elle est paire, elle appartient à P, et donc c'est bien stable par combinaison linéaire. Donc P est bien un sous-espace vectoriel de E. Si on fait pareil pour I, je le fais très vite parce que c'est exactement la même chose. Donc ça contient bien le neutre aussi. Donc pareil, vous posez les mêmes intitulés, sauf que on part avec f et g impair. Voilà, lambda mu réel. Quel que soit x appartenant à R, lambda f plus mu g de moins x, c'est égal à lambda f de moins x plus g de moins x, plus mu g de moins x, ça n'a pas changé. Oula, j'avais pas vu que j'étais très proche là du texte précédent. Ça fait moins f de x parce que f est impair. Pareil pour g de moins x. Il y a un moins là, on ne voit pas. Donc, ça fait moins lambda f de x moins mu g de x. Autrement dit, moins lambda f plus mu g de x. Donc, on a lambda f plus oui, c'est ça. Enfin, tout est écrit en fait. Lambda f plus mu g de moins x qui est égal à moins lambda f plus mu g de x. Autrement dit, lambda f plus mu g, si f et g étaient impairs, et bien lambda f plus mu g est aussi impair.
Donc, I est stable par combinaison linéaire, et donc en particulier, il est un sous-espace vectoriel de E. Voilà, donc déjà, ok, c'est bon, ce sont des sous-espaces vectoriels, donc ça a du sens de parler de sommes et de sommes directes et d'espaces supplémentaires. Parce que si vous n'avez pas des sous-espaces vectoriels au départ, c'est pas la peine d'aller plus loin, ça n'a pas de sens. Bon, donc ensuite, on voudrait démontrer que, en plus d'être des sous-espaces vectoriels, ils sont supplémentaires. Ah oui, juste une petite parenthèse, vous constatez là que je ne suis pas passée par le vect, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas possible dans ce cas-là, puisqu'on n'est pas, comment dire, on n'est pas en mesure d'écrire, de détailler ce qui est derrière f, ce qui est derrière g, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi à quoi ressemble la fonction f, à quoi ressemble la fonction g. Donc je suis dans l'incapacité de les écrire comme des combinaisons linéaires. Donc clairement, je ne peux pas passer par le vect, c'est pour ça que je suis revenue à la définition de départ, qui certes demande un peu plus d'écriture, mais qui a l'avantage de fonctionner pour tous les sous-espaces vectoriels. On reviendra sur ces différences selon les espaces un peu plus tard. Donc, alors maintenant, donc oui, pardon, pour les mêmes raisons, quoique, en fait, je suis en train de réfléchir. Ouais, si. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on peut le faire en 2 temps. Donc on peut d'abord démontrer que l'intersection est réduite au neutre et ensuite démontrer la somme. Mais je suis en train de me dire qu'on pourrait le faire en une seule fois puisqu'on aura l'unicité aussi. À voir quand on va faire notre calcul si on peut avoir l'unicité facilement. Bon, donc partons sur nous montrons que P inter I est réduite au neutre. Bon, c'est pas difficile à montrer, donc au moins c'est fait. Et au moins après on verra si ça peut nous permettre d'alléger notre rédaction. Bon, alors, pour démontrer donc cette égalité, je rappelle qu'il y a un sens qui est évident, c'est celui-là, puisque chacun, la P et I, sont des sous-espaces vectoriels, donc ils contiennent chacun forcément le neutre. Donc le neutre est bien inclus dans l'intersection. C'est l'autre sens qui est moins évident. Donc on cherche à montrer, nous, que P inter I serait inclus dans le neutre, autrement dit, on prend une fonction, je vais l'appeler, pourquoi c'est rouge? Ah oui, parce que j'ai pris du rouge. On prend une fonction qui est dans l'intersection, et on va essayer de montrer qu'elle est forcément la fonction nulle. Bon, ça se montre assez facilement. Si elle est dans l'intersection, c'est qu'elle appartient à P. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de moins x égale f de x. Bon, jusque-là, ok. F appartient à I. Ça devrait vous rappeler d'ailleurs ce qu'on a fait sur les matrices, c'est le même type de démonstration. Quel que soit x appartient à R, f de moins x égale moins f de x. Donc ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, si je regarde ce que j'ai là, je vais récupérer f de x égale moins f de x. Pour tout x, hein, puisque chaque fois l'égalité elle est bien vraie pour tout x. Autrement dit, f de x égale à 0, puisque ça me fait 2f de x égale 0, donc f de x égale à 0. Et pour tout x. Donc ça revient à dire que la fonction est nulle, puisque j'ai comme image pour tout x, l'image 0. D'où donc f égale la fonction nulle. Donc là, vous voyez, je mets un E pour préciser que ce n'est pas le nombre 0, hein, c'est le neutre de mon espace vectoriel. L'espace vectoriel, ce sont les fonctions, donc ça revient à dire que c'est la fonction nulle. D'ailleurs, là, il y est normalement, je ne l'ai pas mis, parce que, en fait, après, vous verrez, on ne met pas forcément, mais c'est bien de le mettre, je pense en tout cas pour l'instant, pour bien avoir en tête qu'est-ce qu'on manipule. Vous verrez que ce sont des chapitres, là, les chapitres d'algèbre linéaire, où vraiment, il faut absolument se demander tout le temps, qu'est-ce que je suis en train de manipuler? Quel type d'objet? Est-ce que c'est un vecteur, un nombre, je sais pas, un polynôme, une matrice? Enfin, voilà, il faut vraiment se poser la question de ce qu'on est en train de faire et à tous les moments. Donc, voilà. Du coup, on a bien l'inclusion dans l'autre sens aussi, puisque je suis partie d'une fonction dans P inter I, j'ai obtenu la fonction nulle. Hein. Donc, je peux en déduire l'égalité parfaite. Autrement dit, j'ai P et I en somme directe. Donc, P et I sont en somme directe. Autrement dit, je sais déjà que j'ai unicité de l'écriture d'une fonction qui serait dans P plus I.
l'écriture en tant que somme, bien sûr, hein, d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Bon, mais on ne sait pas encore, et c'est ça qu'on va essayer de démontrer, qu'en additionnant des fonctions paires et des fonctions impaires, en fait, on pourrait générer tout l'ensemble des fonctions. C'est loin d'être intuitif, d'être naturel. Donc, bon, là, pour l'instant, on a juste démontré que quand on prend l'ensemble des sommes, justement, entre P et I, alors une fonction qui serait dans cet ensemble ne peut avoir qu'une écriture comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Donc on va aller un petit peu plus loin, on va essayer de démontrer justement qu'en faisant la somme des deux, on récupère tout E, autrement dit toutes les fonctions de R dans R. Donc montrons que P plus I, alors je peux mettre somme directe, hein, puisqu'on vient de démontrer, égale E, donc l'ensemble des fonctions. Donc là aussi, on a un sens évident, c'est celui-là, puisque les fonctions paires et les fonctions impaires sont déjà des fonctions, donc c'est bien inclus, la somme des deux est bien incluse dans f de R dans R, sachant que c'est un espace vectoriel. Maintenant, c'est l'autre sens qui va être moins évident, donc nous on va essayer de démontrer ce sens-là, c'est-à-dire qu'on prend une fonction quelconque, voilà, et on essaie de montrer qu'elle s'écrit comme la somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Bon. Alors, là, soit vous avez déjà vu l'exercice, ou bien vous êtes vraiment très 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 intuitif, et vous sortez directement un candidat. Vous dites, bah voilà, tiens, je prends ça, ça marche. Vous avez le droit, hein, parce qu'après, vous vérifiez que ça fonctionne, c'est-à-dire que vos deux candidats, ils sont bien un pair, un impair, et que quand j'additionne, ça fait F, et puis c'est gagné. Soit vous êtes peut-être moins intuitif, et donc je vais le faire comme ça, on tâtonne, entre guillemets, donc souvent, on va aller utiliser, rappelez-vous, hein, quand on cherche justement à trouver des expressions, à trouver à quoi va ressembler telle ou telle chose en supposant qu'elle existe, ça va être en général un raisonnement par analyse-synthèse. Donc là, ça s'y prête particulièrement. Je me demande même d'ailleurs si je vous l'avais pas déjà fait ce raisonnement, sans le relier évidemment à l'algèbre. Mais bon, de toute façon, une deuxième fois, ça fera pas de mal. Donc, analyse. Donc l'analyse, rappelez-vous, c'est quand on suppose on suppose l'existence, en fait, c'est-à-dire qu'on suppose que ce qu'on veut obtenir est vrai, et on va aller voir, dans ce cas, par déduction, qui sont les candidats possibles, les seuls. L'idée étant donc de réduire au maximum le nombre de candidats. Donc on suppose qu'il existe du coup une fonction P et une fonction I, hein, je vais faire là aussi pas très original. Donc P qui serait pair et I qui serait impair, tel que F égale P plus I. Donc on suppose ça, et on va voir ce que ça induit. Alors, donc comment on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait en déduire? Ben justement, quand on va, je peux dire soit X appartenant à R, quelconque, hein. Si je m'intéresse à moins X, qu'est-ce qui va se passer? Alors, attendez, voilà, non plus, je ne vais jamais demander le clavier, bon. Donc, si je m'intéresse à moins X, pardon, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fait justement P de moins X plus I de moins X. Donc F de moins X, du coup, c'est égal à... Donc rappelez-vous, P, c'est une fonction paire, donc c'est pareil que P de X. I, c'est une fonction impaire, donc ça fait moins I de X. Donc j'ai ça d'une part, et d'autre part, bien sûr, j'ai toujours ma fonction F de X de départ, donc qui était P de X plus I de X. Alors pourquoi je les mets juste en dessous? C'est pas innocent de ma part. Rappelez-vous, hein, nous on voudrait trouver justement qui pourrait être P et I. Là on suppose qu'ils existent, c'est déjà ça, mais ok, mais enfin bon, dans ce cas, qui se pourrait être? Sachant que f est une fonction connue dès le départ, donc f est fixée en quelque sorte, hein. Enfin elle est fixée d'ailleurs. Donc là, de quoi on se rend compte? On se rend compte que si on regarde ça comme un système, finalement, on va pouvoir, quand on additionne nos deux lignes, on va pouvoir récupérer une expression de P de X. Alors, je vais faire ça. Donc L1 plus L2 donne 2N, ça suffit, hein, c'est bien déjà. Voilà. Donc donne 2P de X, puisque les I de X se compensent, égale F de X plus F de moins X. Autrement dit, P de X égale F de X plus F de moins X sur 2.
Donc on se rend compte que là aussi, finalement, on en fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on obtient un candidat, et surtout, on n'en obtient qu'un possible. Voilà. Puisque, bon, on va voir qu'en plus, enfin, le tout est cohérent, hein. Mais puisque du coup, bah, quand je fais L1 plus L2, je trouve que ça comme possibilité pour P de X. Donc si P de X existe, c'est qu'il ne peut valoir que ça. Voilà, parce que bon, sinon, bah, mon système n'est pas vérifié. Donc sinon, c'est tout qui tombe à l'eau. Et L1 moins L2, d'ailleurs je vais plutôt faire L2 moins L1, ça me permettra d'éviter les signes négatifs. Donc L2 moins L1, à l'inverse, enfin de la même manière plutôt, va donner 2i de x égale, donc on a fait L2 moins L1, donc f de x moins f de moins x sur 2. Pas encore sur 2, justement. F de x moins f de moins x, et donc i de x, f de x moins f de moins x sur 2. Voilà, et donc la fonction impaire, même principe, si elle existe, il n'y en a qu'une qui peut marcher. Parce que sinon, mon système, bah, il sera incompatible, ce qui est quand même problématique, puisque ça voudrait dire qu'on ne trouve pas. donc voilà, là on a trouvé finalement les deux candidats potentiels pour P et pour I, qui donc sont uniques pour chacun. Bon, et donc la synthèse, rappelez-vous, ça revenait à vérifier que ces candidats étaient valables sous tous les aspects. Donc là, nous, qu'est-ce qu'il faut qu'ils vérifient? Il faut que P soit pair, donc on va vérifier que P est pair. Il faut que I soit impair, et que quand j'additionne, je récupère bien ma fonction de départ. Donc en fait, il faut vérifier tout ça. Alors, donc, avec P de X égale, alors bon, c'est ce qui est écrit dessus, hein, je perds un peu mon temps à tout réécrire, mais sinon, j'ai peur que vous le fassiez pas forcément. Donc, je pose, là pour le coup, je pose les candidats, je dis ok, bon, moi j'ai ceux-là en réserve, parce que ça fonctionne, puisque ce sont les seuls, Si cela ne marche pas, il n'y en a pas. Donc si cela ne marche pas, ben, ça ne sera pas démontré notre histoire. Bon, donc, première chose, ben, P de X plus I de X. Alors bien sûr, j'ai pas dit, on prend un X dans R, hein. P de X plus I de X, je le vois bien là, quand on additionne, il va rester plus que 2 f de X sur 2, donc autrement dit f de X. Donc déjà, premier point, c'est bon. Quand j'additionne, ça fait bien f. Donc f s'écrit bien comme... enfin oui, on n'en a pas encore vérifié, pardon, que P était pair et I impair. Bon, on va le faire. Alors justement, P est pair car... Donc, bon, ça, il n'y a qu'à calculer, hein, c'est pas... donc P de moins X égale... donc f de moins X plus f de moins moins X. Autrement dit, f de X sur 2, donc ça fait P de X. Et I est impair car... donc I de moins X, même principe, ça fait f de moins X moins f de X sur 2. Et donc ça fait moins I de X. Puisqu'on obtient les mêmes, mais opposés dans l'autre sens. Donc on a bien I qui est impair. Donc on a en fait cette fonction P, cette fonction I vérifie tous les critères. Donc effectivement, c'est un candidat idéal. Et donc attendez, je vais écrire ça. Donc c'est un candidat idéal qui permet d'affirmer que F s'écrit comme un élément de P plus un élément de I. Voilà. Donc j'ai bien démontré que F plus... pardon, que les fonctions sont incluses dans P plus I, et donc on a égalité entre P plus I et les fonctions. Et en plus, comme je disais, j'aurais pu me passer du deuxième point. Tout à l'heure, oui, j'étais pas sûre de vous présenter suffisamment clairement pour en arriver là, mais en fait, si, c'est bon. Donc j'aurais pu me passer du deuxième point, puisque on a bien vu dans notre démonstration là, que on n'avait qu'un candidat potentiel, autrement dit, on a aussi l'unicité qui est garantie, et donc la somme directe. Voilà. Donc, on pouvait faire le premier, le tout premier point et le troisième point, ou bien tout faire comme ça. En tout cas, conclusion, on a bien P plus I qui est égal à R3. N'importe quoi, pardon. Aux fonctions donc de R dans R. Ce qui est quand même assez étonnant, hein, au final. Hein. Donc effectivement, je peux écrire toute fonction comme une somme, la somme d'une fonction paire, une fonction impaire, et en plus on a les expressions, on sait comment les trouver. Fonction paire et cette fonction impaire.
Bon, ok. Juste, je vais préciser, donc, parce que nous, ce qu'on a démontré plus exactement, parce que l'autre sens était évident, c'était ça. Bon, donc l'exemple 4, je vais passer plus vite. D'une part parce qu'il y a déjà une bonne partie qui a déjà été faite, et d'autre part parce que c'est encore le même principe. Donc là, il s'agissait de montrer que l'ensemble des matrices symétriques et l'ensemble des matrices antisymétriques permettait de construire tout l'ensemble des matrices en somme directe. Alors, chacun est un sous-espace vectoriel déjà démontré. Donc, sous-espace vectoriel de MNK, je vais l'appeler E, hein, de E, déjà démontré. Donc, je vous renvoie, bon, je ne sais plus quelle partie c'était, justement, où on démontrait qu'on avait des sous-espaces vectoriels. Ensuite, il nous fallait montrer, bon, bien sûr, enfin oui, non mais ça c'est bon. Et après, donc il nous fallait montrer qu'on avait une somme directe. On peut aussi tout faire d'un coup ici. Bon, en même temps, ça mange pas de pain puisqu'on l'a déjà fait. Donc ça aussi, déjà fait. On l'a fait l'autre jour justement pendant le cours. Donc sont en somme directe. Donc pareil, déjà démontré. Et donc finalement, il ne nous reste plus qu'à montrer que la somme des deux permet de recréer l'ensemble des matrices complets. Donc là aussi, alors soit vous procédez par analyse synthèse, exactement, mais alors c'est vraiment la même chose, exactement comme ce qu'on a fait au-dessus, soit vous donnez directement les candidats et vous vérifiez que ça marche, parce que l'unicité, comme on sait déjà qu'on a la somme directe, de toute façon l'unicité on l'a. Donc on n'a pas forcément besoin de passer par l'analyse synthèse qui nous garantit l'unicité, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, juste si on exhibe, entre guillemets, c'est le mot qu'on utilise en maths, si on exhibe donc des candidats qui fonctionnent, on n'aura pas vérifié l'unicité, mais le fait qu'on ait une somme directe déjà démontrée nous assure de toute façon l'unicité. Donc voilà, du coup je vous montre une autre rédaction qui aurait pu aussi être celle des fonctions juste au-dessus d'ailleurs. Encore une fois, ce sont deux exemples très similaires dans le principe, dans les concepts. Enfin pas les concepts, plutôt dans les principes, le principe de démonstration. Donc vraiment, on pouvait rédiger l'un comme l'autre. Et donc voilà, c'est pour ça que je donne deux rédactions, au moins ça vous montre les deux qu'on aurait pu faire sur chacun, hein, sur chaque exemple. Alors, donc montrons que, donc il nous reste à montrer ça. Égale M de K. Donc on prend, donc là encore une fois, hein, c'est exactement comme tout à l'heure, ce sens-là est évident. Nous, on essaie de montrer celui-là, qui est pas forcément évident. Donc je prends une matrice M quelconque dans MNK, dans E, donc ici. Et donc je vais, comme je disais, je vais donner mes candidats. Alors, vous allez les reconnaître parce qu'en fait on les a, enfin, on a déjà utilisé ce truc-là. Mais sinon vous les trouvez par analyse synthèse exactement, je répète, hein, comme j'ai fait tout à l'heure. Sauf que bien sûr, vous ne prenez pas x et moins x. Là, pour les matrices symétriques et matrices antisymétriques, ce qui nous intéresse, c'est les transposer. C'est évidemment ça qui va être le nerf de la guerre. Donc, si on pose, donc là, vous voyez, je les sors direct du chapeau. Si on pose n égale 1 demi de m plus transposé de m, et p qui serait 1 demi de m moins transposé de m, eh bien ce sont deux candidats qui vont fonctionner, c'est-à-dire que j'en ai une qui est symétrique, pardon, une qui est antisymétrique. Et quand j'additionne les deux, ça fait m. Magique. Voilà. Voilà. Alors, donc on a n. Alors, on va vérifier que n est symétrique, ou antisymétrique d'ailleurs, on va voir, mais c'est symétrique normalement. Donc je prends sa transposée. Je rappelle qu'une matrice symétrique, c'est une matrice telle que sa transposée est égale à elle-même. C'est pour ça que je fais ça. Donc j'essaie de montrer que transposée de n égale n. Donc ça revient à faire la transposée de 1 demi de m plus transposée de m. Comme ça. Je rappelle que la transposée est linéaire, il n'y a pas de souci. Donc ça me fait 1 demi de m transposé plus m transposé transposé. Transposé deux fois, ça revient à ne rien faire. Donc je vais retrouver que ça. Qui effectivement est exactement égal à n. Donc n appartient à Sn de K, symétrique. Je procède de la même manière pour P, donc transposé de P,
ça fait du coup 1,5, donc j'applique directement la transposée à tout le monde. Et ça, c'est exactement l'opposé de P, donc ça fait moins P. Et donc ça permet d'affirmer que P appartient aux antisymétriques. Voilà, donc j'en ai une symétrique, une antisymétrique. Il n'y a plus qu'à démontrer que quand j'additionne les deux, ça fait M. Et j'aurais bien montré que M s'écrit comme la somme d'une symétrique et d'une antisymétrique. Autrement dit, toute matrice quelconque carré NN peut s'écrire comme la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Et là aussi, on est même capable de les trouver, ces deux matrices, puisque là, vous voyez que le N et le M vous fournissent justement les formules, en fait, si vous voulez trouver les fameuses matrices pour décomposer. Donc, j'en suis où? Ok. De plus, M plus... Non, c'est N plus P, pardon. N plus P égale 1 demi de M plus 1 demi de M transposé, plus 1 demi de M moins 1 demi de M transposé. Donc ça fait M. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Donc d'où M appartient à Sn de K plus An de K. Voilà, donc on a bien notre inclusion. Et donc, l'ensemble des matrices carrées est inclus dans la somme des deux sous-espaces. Et d'où l'égalité, puisque l'autre sens, on l'a dit déjà, est évident. L'autre sens de l'inclusion. Voilà pour l'exemple 4. Donc je fais pas plus d'exemples sur cette partie, vous voyez que c'est quand même déjà assez long. Montrer que des sous-espaces sont supplémentaires, ça peut être long, on vient de le voir. Ça peut être plus long que ce qu'on vient de voir d'ailleurs. Maintenant, ok, c'est long, mais dans la plupart des cas, il y a des cas difficiles, bien sûr, mais dans la plupart des cas, si vous êtes méthodique, comme on vient de le faire là, c'est-à-dire que là, on est déjà sur des cas qui sont pas faciles quand même, ils sont très classiques, mais ils sont pas forcément faciles, puisqu'on manipule de l'abstrait, hein, donc ok, on sait que ce sont des matrices, mais enfin, c'est tout, quoi, donc c'est pas forcément facile. Donc autant sur des cas comme ça, on va aller chercher l'analyse synthèse, parce que justement, on n'a pas vraiment une idée de ce qu'on pourrait prendre. Autant après, quand on a des cas, donc quand on est dans Rn, hein, globalement, donc R2, R3, R4, là on va plutôt, comme tout à l'heure, se servir de système, parce que là on arrive en général, parce qu'après tout dépend comment on vous a formulé l'énoncé, on arrive en général donc à avoir qu'est-ce qui est dans les espaces finalement, donc notamment les écrire comme des vecteurs dans la plupart des cas. Donc on peut résoudre des systèmes et ça répond à la question. Voilà, en tout cas, il faut arriver à analyser donc les méthodes qui peuvent différer selon le contexte, mais en général, on tourne toujours autour de 2-3 méthodes, quoi. Donc vraiment, c'est à travailler, à revoir, à digérer, voilà, essayer de prendre un petit peu de recul sur tout ça, même si c'est pas toujours facile. Bon, ceci dit, ça nous amène donc à la suite. En train de voir d'ailleurs que j'ai écrit tout à côté, super. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire peut-être pour que ce soit plus clair, je vais juste relancer, je vais faire ça, on a pour 3 secondes, ne vous inquiétez pas. Voilà, comme ça je repars sur du neuf. Voilà, les aléas du direct. Bon, voilà, on est arrivé. Donc je reviens, on était où? On était là. Voilà, et donc on en arrive au grand 2. Enfin, hein, ça a été assez long d'arriver jusque-là, mais bon, vous voyez bien qu'il fallait bien poser toutes les bases finalement de ce nouveau monde, de tous ces nouveaux concepts qu'on est en train d'explorer. Et donc on continue. On a déjà beaucoup parlé de famille de vecteurs, et là on va vraiment approfondir cette notion qui est centrale vraiment du moment où on parle d'espace vectoriel, sous-espace vectoriel, enfin surtout sous-espace, hein, parce que ça n'a pas vraiment de rapport avec les espaces directement, c'est plutôt avec les sous-espaces vectoriels. Voilà, c'est vraiment central, et on verra qu'on s'en sert encore après, parce que après on ira encore un peu plus loin. Bon, donc sur les familles, en gros, déjà ce qu'on va essayer de voir, c'est les types de familles qui existent. Donc, déjà on va travailler sur des familles finies, mais sachez que les infinis existent.
il arrivera qu'on en croise, mais on n'aura pas de théorie là-dessus, voilà, sur les infinis. On pourra les manipuler soft, mais on pourra le faire. En revanche, sur les familles finies, il y a des résultats, il y a beaucoup de résultats même, et qu'il faudra bien connaître. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type de famille? Tout d'abord, famille libre, enfin comme statut de famille, disons, famille libre et famille liée. Alors, les mots sont assez bien choisis, on va l'expliquer. Donc, on parle bien d'une famille de vecteurs, hein, donc une liste de vecteurs. Une famille, c'est une liste, un groupe de vecteurs, voilà, qui n'a pas d'ordre particulier d'ailleurs, c'est juste une énumération de vecteurs. Des vecteurs qui peuvent être des polynômes, des matrices, hein, vous vous rappelez. Voilà, vecteur est le mot générique, hein, bien sûr, d'éléments, quoi. Donc une famille, c'est une liste d'éléments. Et donc ces éléments, ils peuvent avoir des liens entre eux. Et donc justement, alors ce qu'on va appeler lien, ça tourne encore autour des combinaisons linéaires, c'est pas du tout un hasard évidemment. Donc si j'en ai un qui peut s'écrire comme combinaison des autres, on va appeler ça une famille liée. C'est-à-dire que j'en ai au moins un qui a un lien avec les autres. Et en fait, du moment où j'en ai un qui a un lien avec les autres, bah, tout le monde, enfin, ils ont tous un lien avec les autres, en fait. Puisque ce lien, on peut l'écrire de plein de manières. Euh, enfin, tous, non, j'exagère, parce que non, c'est pas forcément le cas d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que les autres qui sont concernés, du coup, ont aussi un lien avec le premier qu'on a considéré. Mais après, il peut y en avoir aussi qui vivent leur vie à part, hein, on va en parler, mais au sein d'une même famille. Donc bref, tout ça pour dire, donc une famille est liée. Ça va donc être une famille où j'ai au moins un vecteur qui est capable de s'écrire comme une combinaison d'autres vecteurs dans la famille. Pas forcément besoin de tous. Okay, il suffit qu'il soit égal à 2 fois le voisin, ça suffit pour faire une famille liée. Voilà, donc lié, il y a un lien. Finalement, ça se retient assez bien. Un lien donc entre les vecteurs de la famille. Mais un lien, attention, rappelez-vous bien toujours, un lien de combinaison linéaire. Sinon, enfin, venez pas me dire, je sais pas, mettre des trucs au carré ou je ne sais quoi. Non, on parle bien de combinaison linéaire. C'est le seul lien qu'on accepte. Être proportionnel à un autre, c'est une combinaison linéaire, je rappelle, hein, ça marche. Voilà, et donc, inversement, une famille libre, ça va être une famille où il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que je peux toujours essayer d'écrire un vecteur comme combinaison des autres, je ne trouverai pas de solution. Et une façon de le dire, tout ça, c'est de dire, bah ok, si je considère qu'ils sont tous liés, donc c'est ce qui est, là je commence à vous parler de ce qui est écrit dans la définition, hein, pour ceux qui ne me suivent pas. Voilà, je suis en train de parler de ça là. Donc ça va revenir à dire, bon bah ok, admettons que je cherche un lien entre tous. Donc en fait, chercher un lien entre tous, ça voudrait dire, bah, admettons que j'ai un vecteur, je prends de la place, alors un vecteur U1, un vecteur U2, un vecteur U3 dans ma famille. Chercher s'ils sont liés, finalement, ça peut être aussi bah, chercher des coefficients AU1 plus BU2 plus CU3 qui donnerait 0. Puisque être lié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir, par exemple, U3 qui s'écrit comme combinaison des deux autres. Voilà. Quand on ne sait pas, on les met tous, bien sûr, dans la combinaison. Puis si ça se trouve, B vaudra 0, et donc U3, il dépendra que de U1. Mais bon, ça, je ne sais pas à l'avance. Donc si j'écris de façon générique, dire que ma famille est liée, ça pourrait être ça. U3 qui est lié aux deux autres. Bon. Ou bien U1 lié aux deux autres, etc. Donc tout ça pour dire que je peux l'écrire aussi égal à 0 comme ça. Et au lieu d'avoir un 1, je pourrais très bien avoir une constante et dire plus C. Voilà. Donc en fait, pour chercher finalement si j'ai un lien ou pas, je peux poser une combinaison de tous mes vecteurs égal à 0. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Soit je trouve des solutions non nulles. Et donc ça veut dire que, bah, par exemple, imaginons, je trouve que A peut valoir 1, B peut valoir 2 et C peut valoir 3, bah du coup, ça voudra dire que U1, il vaut moins 2U2, moins 3U3, donc ils seront liés. Par contre, si les seuls ABC que je trouve, ce sont 0, 0, 0, parce que 0, 0 et 0, ça marche toujours, puisque ma combinaison avec que des coefficients qui sont tous nuls, elle vaut bien 0. Donc celui-là est toujours possible. Mais s'il n'y a que celui-là, dans ce cas-là, ça voudrait dire que je ne peux pas écrire l'un en fonction des autres, et donc j'aurai une famille libre. C'est ça qu'on appelle donc une famille libre. C'est très important, donc essayez de bien comprendre le principe. Voilà. Donc après, je vais vous montrer comment on rédige ça, parce qu'au début c'est un peu déroutant comment on démontre ça en fait. Mais j'espère que vous avez au moins compris le principe. Donc justement, la petite définition en dessous. Donc une famille x1, xn de vecteurs
édite liée si elle n'est pas libre. Oui, c'est ça. Hein. Autrement dit, donc c'est la négation de ce qui est écrit au-dessus, que j'ai pas détaillé, mais c'est ce que j'ai dit à l'oral en fait. Hein. Combinaison donc des EI. Là, les vecteurs, ils s'appelaient EI. Ah oui, d'ailleurs, je suis en train de voir. Je me suis mélangée dans les vecteurs. Bon, c'est pas grave. Là, ce sont des X, bien sûr, et pas des E. Oui, donc là, une combinaison de tous les xi égale au neutre impliquerait forcément que les coefficients sont nuls. Ça, c'est donc dans le cas d'une famille libre. Maintenant, si je prends une famille liée, c'est donc la négation de ça. Donc ça voudrait dire qu'il existe un n-uplet de coefficients. Donc il existe des coefficients tels que la somme, donc justement la combinaison linéaire, soit nulle. Soit, alors nul, attention, hein, encore une fois, c'est égal au neutre. C'est pas forcément le 0, 0. Hein. Donc elle soit nulle, mais avec l'un au moins des coefficients non nuls. Donc c'est la négation de ce qui est écrit au-dessus. L'un au moins des coefficients lambda i non nuls, différents de 0. Voilà, ça revient à dire ça, donc lié. Alors j'ai mis des premiers exemples dans le cours qui sont des exemples assez basiques. Et ensuite, bah évidemment, hein, je vais pas m'empêcher, puisque là en plus, je suis nos limites dans le temps. Donc c'est après à vous de couper si besoin. Donc je vous ferai aussi d'autres petits exemples. Petits, plus ou moins petits d'ailleurs, parce que en fait des exemples en tout cas dans d'autres contextes. Donc les exemples que j'avais mis dans le cours très basiques sont dans R3. Et ça permet déjà d'éclairer la notion. Donc c'est déjà très bien comme premiers exemples. Donc on vous donne des familles et on vous demande si elles sont libres. Autrement dit, si elles ne sont pas libres, de toute façon, elles seront liées. Donc x1, x2, x3, on vous donne 3 vecteurs. Est-ce que donc je vais avoir du libre ou pas? Bon, alors on regarde un petit peu comment on procède là. On regarde un petit peu, est-ce que j'en ai un qui serait proportionnel à un autre, par exemple? Bon, là non, clairement. Est-ce que de façon évidente, j'arrive à en écrire un en fonction des deux autres? Parce que pour être lié, voilà, je peux être proportionnel à un autre vecteur, mais sinon il peut y avoir donc une combinaison d'un certain nombre de vecteurs égale à un autre vecteur. Bon, ou bien une combinaison égale à 0 d'ailleurs. Ça saute pas aux yeux là, hein, donc bon, on se dit, ah peut-être que c'est libre alors. Donc si on sent que c'est libre, on se lance dans une démonstration vraiment de la liberté. Vous voyez, quand on doit démontrer que c'est libre, je vais filouter le reste, là c'est un pour tout. Donc voilà, il faut le démontrer vraiment de façon générale. Donc, si je veux essayer de démontrer que c'est libre, donc là je suis dans les exemples, je vais dire soit justement un n-uplet de coefficients. Je ne sais plus si je me suis placée, oui, sur R, ok. Tel que, ah oui d'ailleurs, pardon, là, je dis n'importe quoi, puisqu'il n'y en a que 3 de vecteurs, là. Voilà, donc je prends 3 coefficients, pardon, tels que lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda 3 x3 égale 0. C'est-à-dire qu'en gros, je me dis, je considère que mes 3 vecteurs sont peut-être liés, et donc j'écris une combinaison égale à 0, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Ça revient à dire qu'il y en a un qui s'écrit en fonction des deux autres. Et on va voir si j'obtiens d'autres candidats que 0, 0, 0. Si j'obtiens que 0, 0, 0, c'est qu'il n'y avait aucun lien entre x1, x2, x3, d'ordre de combinaison linéaire en tout cas. Alors, donc ça c'est pas très difficile après à résoudre, puisque x1 c'était 1, 0, 0, x2 c'était 1, moins 1, 1, et x3 c'était 2, 0, 1. Donc après, honnêtement, ça vous fait un tout petit système hein, qui est pas très violent. Et lambda 2 plus lambda 3. Voilà, le tout égal à 0. Donc, lambda 2 déjà, il vaut 0. Si lambda 2 vaut 0 avec la dernière ligne, je trouve que lambda 3 vaut 0. Et si lambda 2 et lambda 3 valent 0, avec la première ligne, je trouve que lambda 1 vaut 0. Et c'est bien une équivalence. Donc, ce sont les seuls candidats, enfin le seul du coup, le triplet 0, 0, 0. Donc effectivement, ces 3 vecteurs forment une famille libre. Ainsi, donc, x1, x2, x3 est libre
parce que je suis incapable de trouver une combinaison qui relierait mes 3 vecteurs. Ok, donc après il y a un autre exemple avec seulement 2, donc 1, 2, 3 et 0, 0. Donc ça, 1, 2. Alors, donc cette fois-ci, donc 1, 2, 3, 0, 0. Bon, je vais passer à rien, je les recopie, ils sont là. Alors, est-ce que ça a l'air lié? Est-ce que ça a l'air libre? Bon, 0, 0, 0, on sent quand même l'embrouille. Hein. Enfin, on se dit, bon, c'est quand même un vecteur particulier, c'est le vecteur nul. Et le vecteur nul, justement, il va avoir une particularité, parce que du moment où il est dans une famille, et ben cette famille va se retrouver liée. Alors on va expliquer pourquoi, déjà on va le montrer sur cette famille-là. Donc rappelez-vous, pour montrer que c'est lié, il suffit de trouver donc un lien. Donc il suffit de trouver une combinaison linéaire qui relierait les éléments. Donc ici il n'y en a que 2, du coup, qui relierait y1 et y2. Et justement, si je peux l'écrire d'ailleurs comme ça, je peux dire que y2 c'est égal à 0, y1, tout simplement. Et c'est une combinaison acceptable. C'est-à-dire quand on parle des combinaisons linéaires, on accepte que les coefficients soient nuls. Ça reste une combinaison linéaire. Simplement, bon, quand ils sont tous nuls comme tout à l'heure, là, pour le coup, et que c'est la seule possibilité, c'est que j'ai pas l'un qui est égal à une combinaison linéaire des autres. Mais là, ils sont pas tous nuls, mais je peux en avoir un nul. C'est-à-dire que là, si je l'écris comme tout à l'heure, j'ai 0y1 plus y2 égale à 0. Voilà. Enfin, égal d'ailleurs. Alors là aussi, j'ai mis 0, je vais vous mettre le vrai 0, parce que sinon, je vais vous perdre. Voilà. Et donc là, pareil, en réalité, je parle bien sûr du 0 des vecteurs. Hein. Alors qu'ici, c'est pour ça que je fais attention, parce que ça, c'est le 0 des vecteurs, alors qu'ici, ça, c'est bien le 0 des nombres, puisque là, c'est un coefficient de vecteurs, c'est pas la même chose. Voilà. Oui, donc ça s'écrit comme ça, et donc j'ai bien une combinaison linéaire où les coefficients ne sont pas tous nuls, qui donnent 0. Donc j'ai bien mes deux vecteurs qui sont liés. C'est-à-dire que j'ai y2 qui s'écrit en fonction d'y1, je suis capable de donner un coefficient. Donc là, ma famille y1, y2 est liée. Et donc, comme je disais, on généralisera ça juste après, là, non pas longtemps, en disant que toute famille qui contient un vecteur nul, de toute façon, est une famille liée. Ok, et après, donc il y en avait un troisième là dans le cours, il y en a 4 cette fois. Donc on a 4 vecteurs dans la famille, on nous demande pareil, libre ou lié. Bon là, quand même, c'est très vite vu. C'est si vous regardez vos deux premiers vecteurs, il y en a quand même un qui est l'opposé de l'autre. Autrement dit, un qui dépend de l'autre, qui s'écrit comme combinaison linéaire de l'autre. Et donc, pour la liberté de la famille, c'est mort. Hein. Là, clairement, on a une famille qui est liée. Donc, vous voyez ce que j'expliquais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous liés, c'est-à-dire que les deux derniers, ils font un petit peu leur vie à part, ils ne sont pas nécessairement égaux à une combinaison des autres, mais deux suffisent en fait. Voilà. Du moment où j'en ai deux qui ne sont pas libres, toute la famille n'est pas libre. Donc là, je n'ai qu'à dire que... Alors, comment je les avais appelés Z1 ? J'ai qu'à dire que Z1 égale moins Z2. D'où Z1, Z2, Z3, Z4 est lié. Alors les familles, souvent on les met plutôt avec des accolades. Là je vous les ai mis avec des parenthèses, oui. Bon, tout existe. Hein. Les deux existent. Donc vous verrez les deux. Des fois je vous mets des accolades, des fois je vous mets des parenthèses. Voilà, est lié. Donc là aussi on pourrait écrire, on peut la montrer, la combinaison qui s'annule là. Donc Z1 plus Z2 plus 0 Z3 plus 0 Z4, ça fait bien le vecteur nul. Ah oui, non, pardon, on n'est que dans R3 toujours. Donc, oh là là, ça fait bien le vecteur nul avec des coefficients qui ne sont pas tous nuls. Il n'y a que quand les coefficients sont tous nuls qu'on considère qu'il n'y a pas de combinaison de l'un en fonction des autres. Voilà. Donc là, c'est pas le cas. Là, j'en ai deux coefficients égaux à 1, deux coefficients égaux à 2, et ça donne le vecteur nul. Donc ma famille est liée. Voilà. Bon, j'espère que ces exemples basiques, ça allait. Maintenant, donc d'autres exemples. Alors, je vais me placer là-bas. Je vais prendre de la place, tant qu'à faire. Donc là, on est toujours dans le 2, 1, A.
Alors, autres exemples. Alors, par quoi je commence? Parce que j'en ai partout. Enfin, partout, je veux dire, dans tous les ensembles. Mais on va peut-être pas tout faire. Alors, un qui est pas difficile, qu'on peut faire sans trop de réflexion, et qui est intéressant néanmoins. La famille, on en a déjà parlé, hein, la famille 1i est libre dans le REVC. Non, c'est quoi? Alors pourquoi? Parce que justement, imaginons que je pose a fois 1 plus b fois i égale à 0. Donc là, vraiment, je suis en train d'essayer de voir si c'est libre. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 égale 0. Là, les lambda, ils s'appellent a et b, et mes x1, x2, ce sont des nombres complexes. Mais sinon, c'est le même principe. Donc je prends une combinaison des éléments de ma famille, et quand elle est égale à 0, j'essaye de voir ce que ça donne pour les coefficients. Et donc là, justement, on connaît les complexes, on a déjà démontré plein de choses. Par identification, parce qu'on sait que l'écriture... Même oui, d'ailleurs, je peux faire ça par unicité, c'est la même chose, hein, mais par unicité de l'écriture d'un complexe. Ça, on l'avait déjà vu, déjà démontré. D'un complexe, A égale B égale 0. Voilà, donc elle est bien libre. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on reste dans ce thème, attention, parce que la famille 1i, en revanche, elle est liée. Alors là, je sens que je vais en perdre quelques-uns. Essayez de vous accrocher, c'est pas si dur. Elle est liée dans le CEV, cette fois, C. C'est-à-dire que l'ensemble C, je vous avais expliqué qu'on pouvait le voir comme un R espace vectoriel. C'est-à-dire que les scalaires, je les prends dans R. Et effectivement, quand je multiplie un complexe, n'importe quel complexe par des réels, je reste dans les complexes. Donc il y a bien cette stabilité, ça fonctionne. Mais je peux aussi le voir comme un C espace vectoriel, puisque ça fonctionne aussi si je multiplie évidemment par un complexe. Je reste dans les complexes. Donc en gros, c'est logique, hein, il est un espace vectoriel sur lui-même. Bon, ça c'est quand même... vu que lui-même était un corps de nombre, bon. Enfin bon, bref. Donc en gros, si on autorise là, cette fois, les coefficients à être complexes. Et ça change tout. Parce que là, dans ce cas, donc pourquoi je dis qu'elle est liée? Parce que je vais pouvoir dire que 1 fois 1 plus i fois i, ça fait 1 moins 1, donc ça fait bien 0. Et donc là, j'ai trouvé, donc ça c'est ma famille, et les coefficients, donc si je les souligne ici, j'ai trouvé deux coefficients non nuls qui donnent 0 à l'issue de la combinaison linéaire. Autrement dit, je peux écrire l'un en fonction de l'autre. Là, par exemple, ça reviendrait à écrire que donc i fois i égale moins 1 fois 1. Enfin, c'est un peu bête de mettre des moins, mais bon. Autrement dit, i, ce serait moins 1 sur i. Voilà. Donc, et là, c'est autorisé. Je peux écrire là en fonction de l'autre. C'est peut-être écrit comme ça, vous n'aimez pas trop. C'est-à-dire comme ça, en fait, moins 1 sur i fois i. C'est-à-dire que ça, ce serait, ça appartient à C, donc ce serait mon coefficient. Et donc, j'ai i qui est égal à un certain nombre de fois 1. Et donc, i et 1, dans C, enfin, dans C comme CEV, sont liés. Donc, forment une famille liée, dans ce cas. Voilà, donc c'est un peu tordu, hein, mais pas tant que ça, en fait. Tout dépend de ce qu'on autorise pour le scalaire, donc c'est important de savoir si on est sur R ou sur C quand même. Voilà, donc ça c'est un petit exemple. Bon, ensuite, alors un exemple qui nous servira beaucoup à l'avenir, donc là aussi je sème des graines. Hein. Donc là, imaginons, je me place dans Rn, c'est pour ça que vous avez des vecteurs que je ne remplis pas complètement, je mets des points de suspension. Et donc, je vais appeler EI, le vecteur qui a que des zéros, sauf à la position I. Donc, E3, par exemple, ce sera 0, 0, 1, 0, et puis après que des zéros. Après EN, pareil, je vais avoir donc que des zéros, et j'aurai le 1 à la fin, à la dernière ligne. Voilà, donc je considère cette famille-là, donc je vais la... Oui,
Est-ce que je l'appelle, je n'ai pas besoin de l'appeler. Donc cette famille-là, elle est particulière, on la rencontrera très souvent, parce qu'en fait, vous allez voir qu'elle va intervenir de façon centrale dans les ensembles de type Rn, justement. Alors ce sont des vecteurs de Rn, hein, donc c'est pas pour rien. Donc dans R3, on aura 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dans R2, on a 1, 0, 0, 1. Ça devrait vous parler déjà un petit peu. Ça correspond en fait aux vecteurs qui sont les vecteurs de base de nos repères classiques. Donc le repère dans le plan orthonormé, justement, 1, 0, 0, 1. Le repère dans l'espace, pareil, etc. Donc c'est pas pour rien. Voilà, c'est pas pour rien que je vous parle de cela. Et donc c'est la famille de tous ces vecteurs, qui est formée de tous ces vecteurs, donc la famille E1, E2, En, et bien justement, elle est libre. Et bon, ça, ce sera justement intéressant quand on étudiera nos espaces Rn. Donc elle est libre, pourquoi? Alors on va le démontrer, c'est facile à démontrer, hein. Donc en effet, donc pareil, si je veux démontrer qu'elle est libre, je pars d'une combinaison de tous mes vecteurs égale à 0. Alors, si lambda 1, lambda n appartenant à Rn vérifie lambda 1 E1 plus lambda 2 E2, donc je prends vraiment une combinaison de tous, lambda n En égale à 0. Alors, au final, si on regarde un petit peu ce qui se passe, lambda 1 c'est fois 1, 0, lambda 2 c'est 0, 1, 0 pour le vecteur, etc. Et donc le dernier, il correspond au vecteur qui n'a qu'un 1 sur la dernière ligne. Et donc au final, ça fait le vecteur lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n égale, ah oui, alors pardon, le 0, c'est le 0 de Rn. Hein. Et le 0 de Rn, justement, c'est 0, 0 avec que des 0. Et donc, ça revient à dire que quel que soit i, lambda i égale 0. Et donc, si j'ai que des lambda i qui valent 0, eh bien, ça veut dire que mon seul candidat comme coefficient, c'était 0, 0, 0, 0, 0. Et donc, il n'y a pas de combinaison linéaire qui relie les EI. Donc, les EI forment une famille libre. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple qui est intéressant. On y reviendra. Dans le même genre, bon ça je vais pas le démontrer, mais je vais vous le dire, dans le même genre, dans les matrices, je vais mettre de même. Donc de même, dans MNP de K, donc pas forcément des matrices carrées, hein, toutes les matrices, du moment où on fixe un N et un P, la famille des matrices élémentaires, vous vous rappelez, c'était les matrices justement qui étaient nulles partout, sauf au coefficient IK où on mettait 1, ou IJ, ouais, je sais plus comment je l'avais écrit. Et en fait, c'est un cas, c'est l'extension de l'exemple 2 que je vous ai fait, parce que dans l'exemple 2, c'était des vecteurs colonnes, donc c'est des matrices colonnes, et donc j'aurais pu voir ça comme les matrices, justement, à n ligne et une colonne, et donc là, je généralise à toutes les matrices. Donc quand je prends la famille des matrices élémentaires, donc on avait noté E, I, K, donc justement, I c'est le numéro de la ligne et K le numéro de la colonne. Donc je rappelle hein, que EIK contient des zéros partout, sauf un 1 justement à la ième ligne, kème colonne. Voilà. Et bien justement, cette famille, elle est libre aussi pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que ça peut se démontrer exactement comme j'ai fait dans le 2, sauf que c'est plus lourd en termes de rédaction, puisque à chaque fois on a des matrices, et pas un simple vecteur. Voilà. On a des matrices potentiellement plus grandes. Donc ça, bon, c'est encore un exemple finalement assez basique. Maintenant, alors les familles avec le vecteur nul, ça arrive après, pas besoin de mettre dans les exemples. Un exemple avec des polynômes. En gros, je vous en fais un avec des polynômes, un avec des fonctions, et puis on avance. Alors, pareil, si je vous donne une famille de polynômes, carré moins 2x plus 3, et on vous demande, est-ce qu'elle est libre, justement? Donc, est-elle libre dans R de x? Voilà. Alors, sur les polynômes, justement, contrairement
au droit de plan, contrairement, même les complexes, vous avez quand même beaucoup plus de recul, ou au vecteur, même contrairement au vecteur classique. Là, vous n'avez pas trop de recul. C'est difficile pour vous, là, comme ça, surtout pour l'instant, de savoir si ça va être libre ou pas. Donc, si vous n'avez pas d'idée, ben, c'est pas grave. Vous vous lancez dans la démonstration de la liberté, là, et de toute façon, au pire, qu'est-ce qui se passe? Vous allez trouver d'autres candidats que 000, et puis dans ce cas-là, c'est que ce sera pas libre. Et voilà, c'est pas grave, hein. Donc, ce qu'on va faire, on va se lancer. Donc, rappelez-vous, on part d'une combinaison de nos... Donc là, en gros, si lui, je l'appelle P1, lui P2, lui P3, je pars d'une combinaison linéaire de P1, P2, P3 égale à 0. Et j'essaye de voir si les coefficients de ma combinaison peuvent valoir autre chose que 0. Et s'ils peuvent pas, ce sera libre. Donc, je prends justement... je vais les appeler lambda, mu, gamma, donc appartenant à R au cube, tel que donc lambda P1 plus mu P2 plus gamma P3 égale à 0. Donc 0, le 0 des polynômes, hein, donc le polynôme nul, c'est à ça que c'est censé être égal. Voilà. Heureusement, on n'est pas sur un exercice très théorique, on a les polynômes, donc on va pouvoir exploiter ça assez facilement. Du coup, je remplace P1, P2, P3, hein, donc ça me fait donc lambda x carré moins x plus 1, plus mu x carré plus x moins 2, plus gamma x carré moins 2x plus 3, égale au polynôme nul. Dx carré, j'en ai lambda plus mu plus gamma, ok. Dx, j'en ai moins lambda plus mu moins 2 gamma, et des constantes, j'ai lambda moins 2 mu plus 3 gamma égale 0. Voilà, donc je récupère par identification un système. Donc lambda plus mu plus gamma égale 0, moins lambda plus mu moins 2 gamma égale 0, et lambda moins 2 mu plus 3 gamma égale à 0. Là, on est sur un système qui n'a pas l'air d'avoir une résolution simplifiée, enfin plus simple en tout cas que Gauss. Donc on va se lancer plutôt dans le pivot de Gauss, et puis on verra à partir de quand il devient intéressant de ne pas aller jusqu'au bout. Donc première ligne, je garde. Deuxième ligne, je l'additionne à la première, donc ça me fait 2 mu moins gamma égale à 0. La dernière, je lui soustrais la première. Donc, ça nous fait moins 3 mu plus 2 gamma égale à 0. C'est ça. Ensuite, voilà, donc arrivé là, vous pouvez évidemment persévérer avec le pivot de Gauss. Mais sinon, comme j'ai fait tout à l'heure, en fait, là, on va pouvoir... Enfin, oui, non, j'avais pas fait exactement comme ça, mais on peut le faire. Ouais. On va pouvoir donc en déduire... oui, en fait, je vais utiliser les deux dernières lignes, hein, je ne vais pas m'embêter beaucoup, puisque finalement, si je fais la dernière moins la deuxième... Oui, c'est ça, ça me fait moins mu. Moins mu plus 3 gamma égale à 0. Donc ça fait mu égale 3 gamma. Moins 3 gamma, pardon. Attendez, moins mu, 3 gamma. J'ai dit ça, moins ça. Donc moins mu plus 3 gamma. Donc moins mu égale moins 3 gamma. Oui, donc mu égale 3 gamma. Voilà. Donc mu égale 3 gamma. Ensuite, là on a mu égale... Ah oui, d'accord. Non, mais en fait, je me suis embêtée pour rien. Excusez-moi, n'importe quoi. Non, ok. Alors, je reprends. Deuxième ligne. Je vais faire plus simple. En fait, je vais chercher un truc compliqué pour rien. Donc, deuxième ligne. J'ai gamma sur 2. On va y arriver. Voilà. Et ensuite, ici, je peux dire que j'ai mu égale donc à 2 tiers de gamma. Moins 2, c'est ça. Et donc, la première ligne, pour l'instant, je touche pas. Voilà, et donc, grâce à ces deux lignes, je peux en déduire que gamma sur 2 égale 2 tiers de gamma, autrement dit, genre gamma égale à 0, puisqu'il n'y a que 0 qui peut vérifier ça. Hein. Donc gamma égale à 0. Si gamma égale à 0, alors
mu égale à 0, puisqu'il était exprimé qu'en fonction de gamma. Et si gamma et mu sont tous les deux égaux à 0, alors lambda, d'après la première ligne, va valoir 0 aussi. Donc, on n'a pas d'autre possibilité que 0, 0, 0. Autrement dit, notre famille est libre. Donc ainsi, alors vous savez quoi, je vais lui donner un nom à la famille. Alors les familles, en général, on les écrit avec les lettres rondes comme ça. Donc ainsi, F est libre. Ok, ensuite, donc, un dernier exemple avec des fonctions, cette fois. C'est pas le plus facile, mais bon, bah, c'est normal, hein, on commence à aller voir un petit peu des choses plus intéressantes, mais c'est faisable. Donc, première question, on voudrait montrer que les fonctions 1, cos et sin forment une famille libre dans l'espace vectoriel des fonctions, bien sûr. Et en deuxième question, on aimerait savoir, est-ce que la fonction identité appartient justement à l'ensemble des combinaisons de 1, cos et sin. Ok. Alors là c'est un peu différent. On ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes, on nous dit elle est libre, on veut juste que vous le montriez. Donc bon bah on se lance. Hein. Là pour le coup, pour l'instant vous n'avez pas vu d'autre manière de faire de toute façon. Donc soit on y va lambda mu. Ouais, je vais peut-être mettre des. Donc lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartenant à R3, tel que lambda 1 fois 1 plus lambda 2 fois cos plus lambda 3 fois sin soit égal à la fonction nulle. Attention, pas 0, hein, mais la fonction nulle. Autrement dit, donc ça veut vraiment dire, il faut bien le comprendre ça, comme je disais, parce que c'est important, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'il a? Alors, attendez, parce que j'ai le... Voilà, ça y est, il a retrouvé ses esprits. Donc je la refais. Oui, donc je disais, il faut bien comprendre que l'égalité des fonctions, elle se traduit pour tout x en fait. C'est-à-dire que cette égalité, elle doit être vraie pour tout x. Et c'est souvent ça qui va faire marcher votre raisonnement quand on parle des fonctions. Donc attention à ne pas oublier ce détail. Donc là, je suis sur les fonctions de R dans R. Donc quel que soit x appartenant à R, ça revient à dire que lambda 1... Alors 1 ici, attention, c'est la fonction constante égale à 1. Donc, même si je cherche l'image de x, bah, c'est 1 quand même. Donc, ça me fait lambda 1 fois 1, lambda 2 cos x, et lambda 3 sinus x égale à 0. Et là, c'est le vrai 0. Parce que là, pour le coup, j'ai appliqué en x, donc je suis passée aux images. Et donc, on est dans R cette fois. Voilà. Donc, ça revient à dire que pour tout x, on a cette égalité. Et donc, justement, ce que je disais, c'est que ce qui va faire marcher notre histoire, c'est que comme c'est vrai pour tout x, ben on va pouvoir prendre des valeurs de x qui nous arrangent. Donc, par exemple, pour x égale 0, qu'est-ce qu'on obtient? Si on avait donc ce lambda 1, lambda 2, lambda 3, ça donnerait lambda 1 plus lambda 2. Sinus de 0 vaut 0, donc il ne nous reste que ça. Lambda 1 plus lambda 2 égale à 0. Bon. Pour x égale pi sur 2, parce que maintenant qu'on a annulé le sinus, on va essayer d'annuler le cosinus. Pour x égale pi sur 2, ça nous ferait lambda 1, le cosinus au 0, donc il me reste lambda 1 plus lambda 3 égale à 0. Bon. Ensuite, pour x égale pi, tiens, allons-y. Donc pour x égale pi, ça nous ferait, donc cos pi, ça fait moins 1, donc ça nous fait lambda 1 moins lambda 2 égale à 0. Et là, on se rend compte qu'on a déjà finalement un système à 3 équations et 3 inconnus. Donc, potentiellement, sauf si on a des équations qui sont équivalentes, mais sinon, on a déjà ce qu'il faut pour trouver lambda 1, lambda 2, lambda 3. Donc, on y va. Alors là, ça me dit que lambda 1 égale lambda 2. Du coup, dans la première ligne, ça me ferait donc 2 lambda 1 égale à 0. Donc, autrement dit, lambda 1 égale à 0. Et si lambda 1 vaut 0, alors j'en déduis immédiatement avec la ligne 3 que lambda 2 vaut 0. Et si lambda 1 vaut 0, avec la ligne 2, j'en déduis aussi que lambda 3 vaut 0. Et que je n'ai pas d'autre possibilité. Donc effectivement, ma famille est bien libre. Donc la famille 1 cos sin est libre. Ça peut paraître bizarre hein, au début parce que on fait des familles avec des fonctions, etc. Bon.
Eh bien oui, c'est libre. C'est-à-dire que cosinus n'est pas une combinaison linéaire de la fonction constante égale à 1 et de sinus. Pareil pour sinus. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de formule et tout, mais là on parle vraiment de combinaison linéaire, donc faites bien attention à, à votre vocabulaire, parce que pour le coup, on peut vite dire des choses fausses. Bon, ok, et donc la toute dernière question, on se demande si l'identité appartiendrait au vect. Alors là, pour le coup, bon, on sort un peu des familles libres, c'est juste que je trouvais que la question était intéressante, donc je l'ai mise tant qu'à faire à la suite. Alors, je rappelle que le vect, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des éléments de la famille donnée. Donc ici, ma famille, c'est 1 cos sin. Donc ça revient à se demander, donc on cherche à savoir si il existe par exemple alpha, bêta, gamma, voilà. S'il existe alpha, bêta, gamma, tel que identité égale alpha fois 1 plus bêta fois cos plus gamma fois sin. Et là, encore une fois, il s'agit d'une égalité fonctionnelle, une égalité entre fonctions. Donc en fait, après, faut se dire que c'est censé être valable pour tout x. Donc justement, je vais l'écrire IE, donc autrement dit que quel que soit x appartenant à R, l'identité de x, c'est x, alpha fois 1, c'est la constante, donc c'est toujours, ça fait alpha fois 1, donc ça fait alpha, plus bêta cos x, plus gamma sinus x. Voilà ce qu'on se demande. On se demande est-ce que ça, c'est possible. Voilà. Pour tout x, attention, il ne s'agit pas de résoudre l'équation en x et de se dire, tiens, c'est valable pour au moins un x. Non, il faut que ça soit valable pour tout x. Vraiment, faites gaffe à ça sur les fonctions, c'est particulier. Il faut que ce soit valable pour tout x pour pouvoir dire que, justement, la fonction identité serait bien dans le vect. Donc, ce serait bien une combinaison des trois fonctions. Parce que être égal à une fonction, ça veut dire être égal pour tout x. Donc, c'est important. Voilà. Et donc, en fait, si on regarde bien ce qui se passe, en fait, on voit vite que c'est pas possible. Tout simplement parce que de ce côté, c'est borné. Donc, justement, quel que soit le x, c'est borné. Alors que là, clairement, quand x tend vers plus infini, ça explose, hein, donc c'est pas borné ça. Donc on se dit, ok, oui, donc ça marche pas. Donc maintenant, juste on va le rédiger, mais sinon c'est le même principe. Donc comment on peut rédiger ça? Tout simplement, on va faire simple. Hein. On aurait alors, si je passe à la valeur absolue, puisqu'on parle de borne, je vais faire ça. On aurait alors, donc valeur absolue de x pour tout x, je répète, hein, égale à la valeur absolue donc de alpha plus bêta cos x plus gamma sinus x. Si j'utilise une égalité triangulaire, ça revient à dire ça. Voilà. Or, cos et sin sont tous les deux inférieurs ou égaux à 1 et leur valeur absolue aussi. Donc, en fait, ça voudrait dire qu'on a ça. Et ça c'est une constante. Donc c'est une borne, quoi, autrement dit. Alors que, donc, en gros, on aurait x plafonné, alors que x n'est pas plafonné, il tend vers l'infini, potentiellement. Alors que x n'est pas borné. Par exemple, ça tend vers plus infini quand x tend vers plus infini. Donc, contradiction. Autrement dit, c'est absurde. C'est pas possible. Et donc, la fonction identité n'appartient pas au vect de 1 cos sin. Voilà, donc ça c'est un autre exemple intéressant qui pourrait être un exercice là aussi. Encore une fois, je prends le temps de faire ça en cours parce qu'on n'a pas toujours les exercices tout de suite du TD. Et malgré tout, il faut quand même que les choses prennent du sens dans votre esprit. Donc c'est important de traiter des problèmes, même peut-être si ça vous paraît beaucoup, mais c'est important. C'est important de raccrocher, surtout quand c'est un peu abstrait comme ça, de raccrocher les concepts à quelque chose qui peut avoir du sens pour vous.
Voilà, bon. Donc en gros, bon, on a compris, j'espère, ce qu'est une famille libre, une famille liée. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il existe autour de ça. Alors, les définitions, bon, rien de très compliqué, hein, le vocabulaire. Une sous-famille, c'est quand j'ai une famille au départ et je ne prends qu'une partie. Donc, je prends ce qu'on appelle une sous-famille. Bon, ça se comprend assez bien. Et voilà, comment on l'a matérialisé, vous le voyez ici, hein. Donc, ma famille de départ, c'est ça. Et donc, la sous-famille, c'est ça, avec J inclus dans I. C'est-à-dire que je ne prends pas tous les indices si on prend qu'un certain nombre. Donc ça revient à dire que je prends une sous-famille, une partie de la famille de départ. Bon, la surfamille dans le même genre, ça veut juste dire que je vais en rajouter. Donc ça veut dire que ma famille de départ est une sous-famille de la surfamille, quoi. Voilà. Donc là, c'est au contraire, je rajoute des éléments et donc j'obtiens une surfamille. Bon. Ensuite, les propriétés, là aussi, la plupart se comprennent assez bien. Je vais pas les. Je regarde juste si j'ai prévu de les démontrer, mais non. C'est bien ce qui me semblait, ça n'a pas un grand intérêt là. De toute façon, en fait, elles se démontrent à l'oral, hein, la plupart, donc c'est pas fou. Donc justement, une famille qui n'aurait qu'un seul élément. Donc là, ça, c'est bien une famille, ce truc-là, hein, qui n'aurait qu'un seul élément. Elle peut être libre aussi. Et finalement, c'est très simple d'ailleurs. Elle peut être libre d'une manière très simple. Attendez, comme ça. Du noir. Oui, donc elle est libre à condition que x soit différent du neutre, tout simplement. Donc pourquoi justement, si mon x il n'est pas égal au neutre et que je prends une combinaison de x égale à 0, donc sur la même chose, donc du coup ça ferait lambda x égale à 0. Quand il n'y en a qu'un, il n'y a plus que ça. Le lambda 1 x1 plus lambda 2 x2, etc., il est réduit à un seul terme. Donc j'ai plus que ça. Vu que x est non nul, ça veut dire que forcément lambda vaut 0. Et donc on est bien sur une famille libre. Voilà. En même temps, quand il n'y a qu'un élément, c'est difficile qu'il soit lié à un autre. Donc bon, voilà. Il n'y a que si on avait que le neutre, parce que celui-là, il est particulier, c'est pas considéré comme une famille libre. Mais sinon, il n'y a pas de souci. On a une famille libre à un seul élément. Bon, ensuite, assez logique. Si je pars d'une famille libre, donc où les éléments ne sont pas liés entre eux, et que j'en prends une plus petite à l'intérieur de cette famille, forcément, elle va rester libre. Enfin, ça me paraît quand même, hein. Alors, je pourrais vous le démontrer très facilement. Bon, je passe, mais c'est pas très compliqué comme concept. Inversement, si je pars d'une famille qui était déjà liée, c'est-à-dire j'avais déjà un lien entre les éléments, et je rajoute des éléments, évidemment, ça va pas devenir libre, parce que le lien que j'avais déjà au départ, il va demeurer. Donc, bon, c'est assez logique là aussi. Toute surfamille d'une famille liée est liée. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, là, on a encore l'exemple au-dessus, celui-là, là. Au final, si je considère que la famille x1, x2, elle est liée, et quand je rajoute x3, x4, qui, bon, pourtant, eux, n'ont pas de lien, ça reste une famille liée. Voilà. Donc, c'est intéressant de le voir comme ça, justement. Ok, et donc le corollaire, pour terminer cette partie-là, toute famille de vecteurs contenant le vecteur nul est liée. Ah oui, je voulais rajouter un truc dans les propriétaires. Attendez, je vais le faire. Est liée. Non, si je vais vous démontrer ça. Bon, déjà, dans les propriétés, je voulais rajouter une propriété qu'on utilise beaucoup, donc autant la formaliser clairement dans le cours. On a vu le cas des familles à un seul élément. On peut aussi parler du cas des familles où il y a deux éléments. Donc toute famille XY formée de deux vecteurs. Donc dans quel cas elle va être libre cette famille? Donc rappelez-vous, elle peut être libre si j'en ai pas un qui s'écrit comme combinaison des autres. Là quand j'en ai que deux, ça revient à dire que pour pas être libre, il faudrait qu'il puisse s'écrire comme un certain nombre de fois l'autre. Autrement dit, qu'il soit collinéaire. Voilà. Donc, quand on n'a que deux vecteurs, la famille sera libre à condition que les vecteurs ne soient pas collinéaires. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, formé de deux vecteurs est libre si et seulement si x et y ne sont pas collinéaires. Autrement dit, si j'ai pas donc y égale lambda x. Une
remarque, tant que j'y suis, je vais la mettre là. Je l'ai déjà dit en fait, hein, mais bon. Donc remarque, cela n'est plus vrai au-delà de 2 vecteurs, donc à partir de 3. Donc cela n'est plus vrai à partir de 3 vecteurs. Je vais expliquer ce que j'appelle cela. À partir de 3 vecteurs. Voilà. Ce que je voulais dire donc par là, c'est que c'est vrai que c'est le cela, il n'est pas forcément facile à interpréter pour vous. Ce que je veux dire, c'est que, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que ça peut être lié. Enfin non, je l'avais pas dit comme ça tout à l'heure. Non, non, donc oui, c'est quand même intéressant de le voir comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, on peut avoir un lien entre les 3 vecteurs sans forcément en avoir 2 collinéaires. Voilà, c'est ça que je voulais. Je le formule bien là comme ça, c'est ça. Donc je vais vous le reformuler. 3 vecteurs peuvent être liés sans que 2 soient collinéaires. Enfin, donc peuvent former une famille liée sans pour autant que 2 d'entre eux soient collinéaires. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas quand vous avez 3 vecteurs dans la famille, c'est pas parce que vous n'en voyez pas 2 qui sont collinéaires que le tout est libre, quoi. Hein. Faut faire attention aux autres interactions possibles. Donc sans pour autant que 2 d'entre eux soient collinéaires. Voilà, donc ça c'était la petite remarque. Et après juste donc le corollaire, toute famille de vecteurs contenant le vecteur nul est liée. Bah, tout simplement parce que, alors oui, effectivement, tout simplement parce que le vecteur nul, vous pouvez toujours l'écrire comme combinaison des autres, puisque bah, j'aurais qu'à dire que une fois mon vecteur nul, donc voilà, est égal à 0 fois x1, plus 0 fois x2, etc., plus 0 fois enfin, le dernier, quoi. Et donc, et là j'ai bien un 1 et pas un 0, hein, donc, donc j'ai bien une combinaison avec des coefficients qui ne sont pas tous nuls. J'en ai au moins un qui n'est pas nul, qui donne bien le neutre. Et donc, bah, du coup, ça suffit à dire que si le neutre fait partie des éléments de la famille, alors celle-là, elle est forcément liée. Ok. Je suis juste en train de réfléchir. Bon, oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo là, comme ça fait pas des vidéos non plus de 3 heures. Et c'est pas grave, je vous invite donc à aller écouter l'autre vidéo, la suite, puisque l'air de rien, il y a encore pas mal à faire, puisqu'on est censé faire aussi donc la fin là des familles libres, et après toutes les familles génératrices. Bon, ça n'a pas l'air si long, mais il y a quand même des choses à dire ici. Et le début des bases. Voilà. Donc il y a quand même un petit peu encore de travail, ça nécessitera une autre vidéo. Merci pour votre écoute, en tout cas, n'hésitez pas à noter vos questions, on reviendra là-dessus si besoin, et à très très bientôt.